D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je remercie Stéphane pour toute la publicité qu'il fait pour notre livre, qui est très agréable. Et donc, ici, ce dont je vais parler, ce sont des mathématiques dans un certain sens, mais ce n'est pas seulement des mathématiques, parce que c'est une modélisation de systèmes complexes. Alors, je vais d'abord donner deux exemples de systèmes qui ont été un peu à la base de ce que nous avons voulu faire. Donc, c'est un travail qui a été fait avec Jean-Paul Van Bremerge, qui est un médecin gérontologue, et qu'on a commencé il y a 25 ans. Donc, le premier modèle, c'est le modèle d'une entreprise. Si vous considérez une entreprise, nous avons les membres du personnel, nous avons l'organigramme avec les différents services, des départements de plus en plus complexes qu'ils forment. Nous avons également comme composants des différentes ressources matérielles, par exemple immeubles, par exemple machines, etc. Mais également les différentes archives, les règles de production, enfin tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise qui forme ce que nous appelons la mémoire. Maintenant, évidemment, l'entreprise varie, le personnel, tout ça varie au cours du temps. Et par conséquent, il faut tenir compte de la dynamique. Et ici, cette dynamique est modulée dans l'entreprise par les différents départements. Et ce qui est important et qui généralement n'est pas beaucoup pris en compte dans ce genre de choses, c'est les interactions entre ces différents, donc ce que nous appelons des co-régulateurs, qui vont ensemble moduler la dynamique, mais dont chacun opère à des temporalités complètement différentes. Vous aurez un jour à un niveau d'atelier, vous aurez des années au niveau directorial. Donc, c'est ce jeu entre les différents départements qui va jouer avec risque de fracture, c'est-à-dire de dysfonction à un certain niveau, qui peut se répercuter soit à des niveaux inférieurs, soit à des niveaux supérieurs, plus ou moins fortement. Donc ça, c'est un des aspects qu'on va pouvoir modéliser. Le deuxième exemple, c'est le système neurocognitif. Alors nous avons développé un système, un modèle MANS pour un système neurocognitif. L'idée, c'est qu'évidemment, on a le système neuronal, donc d'un individu, qui est formé par ses neurones et par les synapses entre les neurones. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est pouvoir mettre dans un même système, et ça, c'est justement quelque chose qui, à première vue, peut paraître impossible, qui va être possible là parce qu'on va utiliser quelque chose d'important qui va être le principe de multiplicité. Et donc, nous allons mettre à la fois dans un même système les neurones et au-dessus des objets mentaux. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? C'est qu'un objet mental, on sait que, du point de vue physiologique, que ça correspond à l'activation d'une assemblée de neurones synchrones. Ici, l'assemblée de neurones synchrone. Maintenant, ce qui a la propriété très importante, c'est que ce n'est pas toujours la même assemblée de neurones synchrones qui va pouvoir activer l'objet mental. Et cette propriété qui a été appelée dégénérescence par Edelman est à la base de ce que nous avons pu généraliser pour des systèmes plus généraux, et qui est le principe de multiplicité. Et c'est essentiellement là-dessus que j'insisterai parce qu'il est vraiment essentiel pour permettre de modéliser l'émergence. Et donc, dans MANS, nous aurons à la base des systèmes neuronaux et puis toute une hiérarchie d'objets mentaux de plus en plus complexes. Donc, d'une façon générale, notre modèle, c'est un modèle pour des systèmes évolutifs, adaptatifs, auto-organisés, et dont l'auto-organisation est faite par le jeu entre différents co-régulateurs, dont système de régulation interne, avec chacun opérant à une temporalité différente. Et pour cela, nous allons utiliser donc la théorie des catégories. Beaucoup de gens ont essayé de représenter des systèmes par des graphes ou des multigraphes. Ici, un multigraphe, le graphe, c'est la chose la plus simple. Le multigraphe, c'est qu'on a plusieurs flèches entre deux éléments.
Mais si vous prenez un multigraphe, vous n'avez pas de possibilité de voir ce qu'il y a comme lien entre un objet complexe et un autre objet. On ne voit pas comment rajouter. Donc, en principe, dans ce cas-là, on est obligé de prendre, on a un graphe, et puis on va, par exemple, dans des travaux de biologie, on prendra également des patterns dans ce graphe, donc formés d'assemblées de parties du graphe qu'on mettra, mais comme quelque chose d'extérieur au graphe. Et c'est ça que dans la théorie des catégories va nous permettre de faire plus. Pourquoi ? Parce que dans la théorie dans une catégorie, vous avez un multigraphe. C'est d'abord un multigraphe. Mais en plus, vous avez une propriété qui associe à toute suite de flèches, en particulier deux, mais à toute suite de flèches, une nouvelle flèche entre, ici par exemple, vous avez F, G, et vous avez le composé FG. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça permet, sur les chemins du graphe, de déterminer des classes d'équivalence de chemins que nous dirons fonctionnellement équivalents, parce qu'ils ont le même composé. Donc, en gros, une catégorie, c'est un multigraphe sur lequel on a un moyen, à la fois une fermeture des chemins, et en plus, donc, cette possibilité de fonctionnellement équivalent. Maintenant, toutefois, ça ne va pas tout à fait nous suffire, parce que dans la théorie des catégories, généralement, on ne tient pas beaucoup compte des données temporelles. Et là, nous aurons besoin d'une façon essentielle d'utiliser le temps, à la fois parce que nous voulons que le système évolue, et nous voulons également pouvoir prendre en compte des données matérielles, par exemple le délai de propagation des flèches. Parce que dans un système, l'idée, ça va être que les flèches dans la catégorie, que nous appellerons liens d'ailleurs plus simplement, représentent un transfert d'informations d'un objet vers un autre. Donc, pour tenir compte de la dynamique, nous représenterons le système non point par une catégorie, mais par une famille de catégories indexées par le temps, avec des foncteurs partiels pour tenir compte du fait que des objets peuvent avoir disparu de l'une à l'autre. Alors, d'abord, expliquons comment nous représentons un objet complexe. Donc, tout à l'heure, nous avons vu comment on pouvait avoir une somme. Eh bien, l'écolimite, c'est quelque chose d'un peu plus général. Je vais expliquer la différence. Enfin, disons, une somme est un cas particulier de colimite. Maintenant, si nous voulons dire ce qui va se passer si le groupe persiste, donc dans l'entreprise, nous n'avons pas seulement des gens qui se mettent à travailler ensemble pendant un petit moment, mais ils vont travailler de façon pour un long temps. Et bien à ce moment-là, nous représenterons ceci, donc le groupe en tant que tel, donc par son identité propre, par un nouvel objet dans la catégorie, ici, et qui sera donc quelque chose qui est la colimite au sens catégorique, au sens de limite inductive, et donc qui recolle ou recollement, également on peut dire recollement, qui est donc un objet particulier tel que qu'il y a un lien collectif bien spécifique de P vers cet objet et que tout autre lien collectif de P vers n'importe quel A se factorise par cet objet. Si vous considérez le cas des sommes qui a été donné tout à l'heure, c'est tout simplement le cas où dans P, vous n'avez strictement aucune flèche, c'est-à-dire que vous avez des individus qui travaillent séparément ensemble, séparément, sans travailler collectivement. Et maintenant, la catégorie sera dite hiérarchique. Si nous avons une partition des objets en différents niveaux, de sorte que tout objet de niveau n+1 soit la colimite, ou recollement donc, d'au moins un pattern d'objets contenus dans les niveaux strictement inférieurs. Et maintenant, le système hiérarchique, un système évolutif hiérarchique, donc le système va être représenté par ceci, que j'ai dit, il faut faire tenir compte du temps. Donc, vous voyez la hiérarchie, on la voit bien là, donc chaque fois c'est des colimites, un petit cône comme ça représente une colimite, et donc un système hiérarchique évolutif, c'est la donnée d'une échelle de temps, pendant lequel on étudie le système, pour chaque entité d'une catégorie hiérarchique qui représente donc la configuration du système à ce moment-là. Et puis, il faut évidemment
considérer le changement, et le changement, eh bien, ce sera un foncteur d'une sous-catégorie ici, dans cette catégorie. Sous-catégorie parce qu'ici, par exemple, vous voyez, cette partie-là, eh bien, elle va avoir disparu. Bon. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui sont ajoutées. Donc c'est ce qu'on appelle une transition. On demande une certaine transitivité des transitions, de sorte qu'un composant du système, par exemple un département donné de l'entreprise ou une assemblée de neurones systématique, va être un objet mental. Un objet mental va être représenté par une suite d'objets dans ces différentes catégories de temps, les valeurs de l'objet à ces différents temps, qui sont liés les uns par les autres par les foncteurs transition. Et maintenant, les changements pour les transitions, en général, vont être dans des types qu'avait déjà signalé René Thom il y a longtemps, qu'il appelait les types archétypaux, qui sont l'addition de nouveaux composants. L'addition de nouveaux composants, la possibilité de recollement de certains patterns pour former un objet plus complexe et la suppression de différents éléments. Et on a une construction, nous avons donné une construction catégorique qui est déduite de théorèmes que j'avais démontrés il y a beaucoup plus longtemps avec mon mari, Charles Ehresmann. Et donc la complexification est obtenue, donc on donne explicitement comment est fait la complexification par rapport à une procédure ayant ce type de changement. Et voilà comment sont faits les liens dans la complexification. Eh bien, d'abord, si nous avons deux patterns ici, dans une catégorie, nous appellerons gerbe la donnée d'une famille de liens du premier, donc de chaque pays a au moins un lien vers un P'K, vers un objet de ce côté-là, et s'il y en a plusieurs, ils sont bien reliés entre eux, et donc ça, c'est une gerbe. Si maintenant on suppose que les deux patterns se recollent, donc ont une colimite C et A, cette gerbe se recolle en un lien qu'on va appeler un lien PP' simple. Ou si les patterns sont tous les deux dans les niveaux inférieurs à n, un lien n simple. Alors, remarquons que ces liens-là ne donnent rien de plus. Si vous pensez au système neuronal, si ici vous avez donc quelque chose dans le système neuronal, ça recolle au niveau supérieur des informations déjà contenues dans le niveau inférieur. Mais, et c'est là justement le gros problème qu'il fallait résoudre et que permet de résoudre les catégories, c'est de comprendre comment il peut y avoir d'autres liens qui vont vraiment émerger au niveau supérieur, qui ne sont pas simplement dire je traduis ce que j'ai en bas, je le traduis en haut. Non, maintenant il va y avoir des liens qui sont vraiment quelque chose qui intervient de nouveau. Et pourquoi? Voilà. Ce sera dans une catégorie, et donc le système neuronal avec un objet mental pouvant être représenté par deux patterns totalement différents en est un exemple, et c'est de là que nous sommes partis, c'est de cette propriété dégénérescence du code neuronal que nous étions partis pour la généraliser. Eh bien, dans une catégorie, on dira qu'un objet est n multiforme s'il est le recollement de la colimite de deux patterns différents qui ne sont pas liés par une gerbe entre eux qui se recollent. Donc, d'une manière, simplement, pour le dire en termes simples, ça veut dire qu'il existe deux patterns qui fonctionnellement sont équivalents, dire qu'ils ont la même colimite, c'est dire fonctionnellement équivalents, et qui pourtant ne sont pas isomorphiquement équivalents. Donc, ça va donner une certaine flexibilité au système que l'on n'aurait pas sans cette propriété. Et c'est cette flexibilité qui va permettre de tenir compte dans un système qui est relativement pas déterministe, de l'imprédicabilité dans un système, alors que on peut quand même le décrire de manière mathématique là. Évidemment, immédiatement, si on a donc le principe de multiplicité, s'il y a existence de tels objets multiformes, donc qui sont colimites de deux patterns non équivalents, donc non liés par une gerbe, eh bien à ce moment-là, si on a un lien
simple, n simple ici, et un lien n simple ici, mais qui recolle deux germes qui ne sont pas adjacentes, qui sont, là il y a, alors on appellera le passage de Q à P un balancement complexe. Donc on a les deux liens, mais qui sont liés là avec un balancement complexe ici. Et bien dans la catégorie, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait toujours une suite de deux éléments et représentés dans la catégorie. Donc on aura des liens qu'on appelle complexes. Donc ces liens complexes, regardez, ils sont vraiment émergents. Pourquoi ils sont vraiment émergents? Parce que si vous regardez Q' et P', et que vous regardez ce qui se passe à ce niveau-là, vous voyez rien entre eux. Il n'y a rien, puisque ça saute. C'est le balancement complexe, il n'y est pas. Donc, vous ne pouvez pas le reconnaître localement. Et pourtant, ce lien n'est pas quelque chose qui est sorti de terre. Il existe, il dépend de toute la structure du niveau inférieur. Donc ça explique exactement l'émergence de propriétés qui dépendent globalement de la structure globale du niveau inférieur sans pouvoir être reconnues localement. Et ça va être à la base de tous les processus complexes qu'on va pouvoir définir. Alors, donc, ça va d'abord nous permettre de définir l'ordre de complexité d'un objet dans une catégorie hiérarchique ou dans un système hiérarchique. Donc, dans un système hiérarchique, un composant C quelconque va avoir, toujours nous avons dit, et puisque c'est hiérarchique, et la colimite d'un certain pattern. Mais chaque élément ici du pattern est lui-même la colimite, et puis on redescend comme ça, et donc on arrive jusqu'au niveau 0, et ça on appelle ça une ramification. Maintenant, il peut y avoir une autre ramification ici, et les deux peuvent être, ces deux-là par exemple, il peut y avoir ils peuvent être avec un balancement complexe entre les deux. Donc, eh bien, l'ordre de complexité, ça va être défini par la plus petite longueur d'une ramification. Vous voyez ici, j'en ai une qui a trois étages, ici il y a 2 étages. Et donc, d'une façon, en gros, l'ordre de complexité mesure le nombre d'opérations de recollement qu'il faut faire pour, partant du niveau 0, retrouver l'objet que l'on considère. Et donc, ceci va avoir le théorème d'émergence. Eh bien, dans la hiérarchie, donc quand on a dans un système hiérarchique évolutif, si le théorème important, c'est de dire que si le principe de multiplicité est vérifié, alors il peut y avoir des objets, il va y avoir des objets d'ordre de complexité supérieur à 1. S'il n'est pas vérifié, tous les objets, bien qu'à première vue il y a des niveaux, mais tous les objets peuvent être reconstruits comme colimites d'un grand pattern compris dans le niveau 0. C'est-à-dire, on aurait un pur réductionnisme. On voit immédiatement ici la différence entre le pur réductionnisme. Tous les objets, tout objet pourrait être simplement un recollement d'un pattern d'objets dans le niveau 0. S'il n'y a pas de principe de multiplicité, c'est automatiquement comme ça. Et le principe de multiplicité affirme, non, il peut y avoir des objets d'ordre de complexité supérieur à 1. Et en plus, au cours de transitions successives, faites par complexification, comme je l'ai dit, eh bien, l'ordre de multiplicité, il peut paraître des objets d'ordre de multiplicité croissant, donc strictement croissant. Et c'est effectivement ce qui fait comprendre que par exemple, on pourra avoir des objets mentaux de niveau de plus en plus élevé. On pourra avoir des phénomènes de plus en plus complexes. On voit bien, mais il faut le principe de multiplicité. C'est ce principe de multiplicité, cette sorte de dégénérescence qui est essentielle partout. Alors maintenant, je peux définir le système évolutif à mémoire, donc le modèle complet. Donc c'est d'abord un système hiérarchique évolutif qui vérifie le principe de multiplicité. Et maintenant, on veut se donner en plus sur ce système des conditions pour l'auto-organisation, pour qu'il puisse s'auto-organiser intérieurement. Donc il va y avoir plusieurs conditions. Le fait d'abord qu'il y a des corégulateurs, c'était les départements dans le cas d'entreprise. Dans le cas des systèmes neuronaux, là ce seraient différentes aires du cerveau, comme l'aire visuelle, etc. Donc, il y a des sous-systèmes évolutifs avec une échelle de temps discrète, c'est-à-dire que donc
qui sont spécialisés, chacun étant spécialisé avec des niveaux de complexité différents. Et il y a une mémoire, un sous-système évolutif qu'on appelle la mémoire, qui vont donc, les CR vont participer à la dynamique à l'aide de la mémoire. Et on a des contraintes matérielles, donc les liens ont à la fois des délais de propagation et des forces, donc ils sont étiquetés, les catégories sont étiquetées dans R. Alors, comment l'organisation maintenant? Eh bien, si je prends un CR particulier, donc il travaille par étapes. Comment est-ce qu'il opère? Donc à son propre rythme. Donc il va à chaque étape, il va y avoir plusieurs opérations. Une première opération qui consiste à recueillir les informations. Ça sera modélisé par ce que nous appelons le paysage du CR, qui est une certaine catégorie. Sur cette catégorie, on va choisir une procédure, donc avec des objectifs des types que j'avais indiqués, pour répondre à la situation présente. Ensuite, donc les commandes vont être de cette procédure vont être envoyées à des effecteurs du système et pas seulement internement, c'est-à-dire c'est dans le système même. Il faut bien que ça agisse sur le système et pas dans le paysage qui est quelque chose de particulier au CR. Et à la fin au début de l'étape suivante, on va comparer ce qui a été obtenu à ce qu'on pensait qu'il devrait être la complexification du paysage par rapport à cette procédure. Les objectifs ne seront pas atteints, nous parlons de fracture ou, si la fracture subsiste pendant assez longtemps, de dyschronie. Et là, donc, pourquoi ceci? Eh bien, parce qu'en fait, nous avons beaucoup de CR. Et ces différents CR, nous avons dit, ils ont des temporalités différentes. Donc, à un certain moment, sur le système, toutes les procédures qui ont été envoyées aux différents CR sur donc les commandes sur les effecteurs, il faut nécessairement qu'elles soient en harmonie, puisque c'est sur le système que ça opère. C'est pas évident du tout que ça va arriver. Si vous pensez à une entreprise, vous aurez un atelier qui a besoin de quelqu'un qui vienne faire des réparations, un autre atelier aussi. Les deux, ça pourra pas marcher pour les deux à la fois. Donc, il va y avoir quelque chose que nous appelons le jeu le jeu entre les CR. Et c'est à partir de ce jeu que nous aurons le résultat. Et ce jeu, là encore, c'est entièrement non, mais c'est essentiellement le rôle des balancements complexes qui va intervenir, parce que il est possible qu'une procédure qui a été envoyée par un CR puisse s'appliquer en déployant une de ses ramifications, mais éventuellement on peut faire un balancement complexe et ce soit une autre qui sera mieux en accord avec les autres. Mais naturellement, il risque quand même d'y avoir des fractures pour certains CR si leurs conditions n'ont pas été retenues. Et en particulier, une des choses importantes, ce sont les constantes temporelles, et qui montrent en particulier que si nous avons deux niveaux différents, il y aura beaucoup de petits changements en bas ne sont pas vus immédiatement en haut, donc il peut y avoir une fracture ici qui va rétroagir ensuite à ce niveau avec un effet de boomerang, etc. Et donc on risque d'avoir une cascade de fractures, de dyschronie qui risque même de demander à faire une désynchronisation, une resynchronisation de changer le rythme d'un ou plusieurs CR. Et nous avons donné une théorie du vieillissement pour un organisme à base d'une telle cascade de resynchronisation. Pour terminer, je dirais encore un exemple, un endroit où interviennent de manière essentielle les balancements complexes, c'est pour développer des phénomènes cognitifs d'ordre supérieur, en particulier des phénomènes conscients. Et ceci vient par la formation d'une partie de la mémoire avec des liens beaucoup plus forts et qui sont liés
par des liens beaucoup plus forts et qui peuvent donc activer différents, par leurs ramifications, arriver à étendre toute l'information. Donc à ce moment-là, on peut, de cette façon-là, il y aura formation non plus du paysage d'un CR, mais d'un paysage global réunissant différents CR, et on aura possibilité, dans ce paysage global, de faire des phénomènes, par exemple, conscients, à savoir ce que nous caractérisons par le fait d'une intégration temporelle, à savoir pouvoir un phénomène de rétrospection pour trouver les causes de la fracture et de prospection pour trouver des bons scénarios qui s'appliqueraient aussi bien pour un organisme simple, pour un individu, mais aussi dans une société. Et donc, en conclusion, vous voyez que la théorie des catégories permet de modéliser d'une façon simple la complexité et surtout l'émergence. Et j'insiste sur le principe de multiplicité qui, à mon avis, est la chose essentielle pour comprendre l'émergence. Donc, pour plus d'informations, non seulement depuis le livre, on a eu pas mal de nouveaux résultats, tout peut se trouver sur mon site.